Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux politiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'impose, le pouvoir d'achat. 3 ans après la crise des Gilets jaunes, la baisse du pouvoir d'achat entre inflation et flambée des prix de l'énergie est la préoccupation principale des Français. Les candidats déclarés l'ont bien compris et multiplient les effets d'annonce. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est un débat constructif avec 5 élus de terrain de tous bords politiques. Ils sont sur notre plateau et je vais vous les présenter. Bonsoir à tous. Thomas Rudigoz de La République En Marche, vous êtes député du Rhône. François Garet, maire d'Hiver Gauche au Mureau dans les Yvelines. Soisic Perrault, des Républicains, vous êtes vice-présidente du conseil départemental du Morbihan. Alexandra Beljoudi de Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseillère départementale du Calvados. Et enfin, Amaury Navarane du Rassemblement National, vous êtes conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. Et avant de partir sur des questions concrètes sur le pouvoir d'achat, et il y en a beaucoup, vous le savez, en tant qu'élu de terrain, j'ai envie de vous poser une première question. Le pouvoir d'achat, c'est du quantitatif, c'est la quintessence de la société de consommation. Il a remplacé ce qu'on appelait autrefois la qualité de vie ou le bien-être. Est-ce que le pouvoir d'achat, c'est le bon indicateur ? Alexandra Beljoudi. Bonsoir à tous. Excellente question. Depuis la fin des années 60, dans notre société de consommation qui a comme guide le souhait de toujours baisser les coûts, baisser les prix, on en arrive à ce malheureux constat, après délocalisation, déréglementation du marché du travail. Effectivement, on arrive à un triple constat difficile, où on a des salaires bas, où on a une planète qui va mal, et un étiolement des services publics. Donc voilà, sur cette politique du coût bas, des prix bas, malheureusement, on ne pense qu'aux consommateurs et on réduit l'être humain à son acte d'achat et ce qui est bien pour le consommateur, on en oublie le bien-être. Et ça, je m'en attriste énormément. François Garet ? Bon, écoutez, c'est assez simple. L'année prochaine, on sera en 2022. Ça sera 20 ans après l'euro, le passage à l'euro en 2002. La question, elle est simple. En 2002, il y avait ce qu'on a coûté 1 franc. Et parallèlement, on a associé 1 euro. Aujourd'hui, prenons le prix de la baguette, regardons ce qu'elle valait en 2002 et ce qu'elle vaut aujourd'hui. Thomas Rudigoz ? Un bon indicateur, je ne sais pas exactement sur quel domaine on se place. Sur un plan économique, c'est un des indicateurs, indéniablement, et qu'il faut prendre en compte, même s'il peut y avoir des disparités très fortes selon le créneau où on se place dans les revenus. Par contre, si c'est un indicateur pour savoir si, pour son épanouissement, pour le sens qu'on veut donner à sa vie, sur le bonheur, vous en avez parlé, j'estime que ce n'est absolument pas le bon indicateur. Très souvent, ça m'arrive quand je parle avec mes enfants, avec mon épouse. Il y en a un des 3 qui est le plus jeune, d'ailleurs, il a des grandes ambitions, et pour lui, l'indicateur de sa réussite, c'est quand il voit des gens qui ont des belles voitures ou des belles maisons, et il est passionné par cela. Bon, ça, c'est comme ça, il est encore jeune. Et très souvent, on essaie de lui dire, mais c'est pas ça le sens, non seulement qu'on veut lui donner à sa vie, et c'est pas comme ça qu'on aimerait qu'il se construise, parce que c'est absolument pas, à mon avis, la meilleure façon d'être heureux. Amaury Navarane ? Je crois que c'est, peut-être d'essayer de trop simplifier la chose, mais c'est hélas l'indicateur qui est reconnu par les gens. En fait, le pouvoir d'achat, c'est ce qui... les gens s'identifient effectivement, je reconnais que c'est peut-être un peu regrettable, mais à ce qu'ils possèdent, à ce qu'ils peuvent posséder, et non pas forcément à ce qu'ils sont, tout simplement. Donc c'est un indicateur qui s'impose de lui-même dans la société dans laquelle nous vivons. En revanche, effectivement, on pourra débattre de savoir si, au sein de cette norme qu'est le pouvoir d'achat, si à la fois nos modes de consommation sont les bons, et aussi si l'État, parce qu'on est dans un débat politique et à l'aune d'une élection présidentielle, si l'État fait suffisamment pour permettre aux gens d'avoir au moins les besoins les plus essentiels pour vivre, d'avoir suffisamment de revenus à travers leur travail, pour pouvoir avoir une existence, j'allais dire, honnête et raisonnable. On y reviendra avec Soisic Perrault. Bah oui, moi, c'est un indicateur du bonheur, je crois. Effectivement, après, chacun a le droit à la liberté et les valeurs qu'il porte au sein de sa famille. Mais je suis entourée de jeunes tous les jours.
tous les jours, effectivement, cette société dans laquelle on est passé, cette société de loisirs et de consommation, voilà, pouvoir s'offrir des vacances, pouvoir se faire un restaurant, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller au bowling et pouvoir vivre dans la société d'aujourd'hui, c'est un indicateur du bonheur. Et aujourd'hui, la sensibilité au pouvoir d'achat, elle est très très forte, parce qu'on a effectivement énormément de tentations, donc on a une forme de frustration au pouvoir d'achat. Donc moi je crois qu'il faut redonner, et c'est un thème majeur pour la présidentielle. Le pouvoir d'achat d'ailleurs, c'est la grande peur du gouvernement qui voudrait éviter un gilet jaune puissance 10. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème central. Comment est-ce qu'on réencourage à gagner du pouvoir d'achat en travaillant plus, par exemple ? Et en tant qu'élu de terrain, puisque vous êtes tous élus de terrain, en tant qu'élu de terrain, quelles sont vos préoccupations sur le pouvoir d'achat ? Qu'est-ce que vous constatez ? François Garret ? Oui, écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, quand on parle du pouvoir d'achat, déjà, il faut savoir le niveau de rémunération que nous avons. Ensuite, une fois que j'enlève, par exemple, tout ce qui est le loyer, tout ce qui est éventuellement lié, l'eau, l'électricité, etc., c'est le reste que j'ai pour vivre. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens, malheureusement, quand on enlève tout cela, il ne reste plus grand-chose à vivre. Et c'est aussi par là, quand on voit, par exemple, qu'est-ce que c'est 1 700 €, quand on parle de la moyenne, etc. Et si je calcule 1 700 € par rapport à ce qu'il était en 2002, le salaire en tant que tel, on voit bien que ce n'est pas un rapport 6,6, puis c'est un rapport bien plus bas, quoi. Et donc, c'est véritablement... Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis retraité. Oui. Je ne suis pas retraité politique, hein, mais je suis retraité. À un moment, j'ai un employeur, l'Arco-Agir, qui m'a donné une rémunération. Maintenant, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de revalorisation en tant que telle. Et donc, quand demain, je vais chercher la baguette, quand je vais chercher que ce soit d'autres... Je vois bien que le prix a nettement augmenté. Et tout le risque aujourd'hui de la mal-alimentation, du problème aussi d'écart et de paupérisation de gens par rapport à cette notion de pouvoir d'achat. Nos préoccupations majeures aujourd'hui sur le terrain, en tant qu'élu local, c'est de gérer en bon comptable, en fait, l'argent public. Les dépenses publiques aujourd'hui sont hors de contrôle. Et le seul moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est de moins dépenser, de mieux dépenser. Par exemple, on doit être aussi donc comptable de cet argent public avec des objectifs aussi de productivité. Ça ne doit pas être un gros mot dans nos politiques publiques. Diminuer les dépenses courantes. Je suis dans un département, on était par exemple en 2012 à 3 millions d'euros de dépenses de communication. On a divisé par 5 en 4 ans. Donc c'est possible. On a des politiques publiques aujourd'hui qui sont inutiles, qui coûtent, alors c'est David Lisnard, le premier maire de France, qui le disait, plus de 66 milliards d'euros par an qui pourraient être économisés pour cette suradministration dans les politiques publiques. Donc vous voyez, c'est ça. Donc être sur le terrain, être un élu de terrain, c'est d'être comptable devant l'argent public et de faire en sorte que les dépenses publiques soient moins élevées possible. Je peux réagir sur la meilleure façon d'avoir, pour moi, du pouvoir d'achat, c'est le travail. C'est indispensable. On est dans une société qui a connu ces dernières décennies des périodes de grave crise avec des taux de chômage extrêmement élevés. On le voit grâce à la politique qu'a mise en place le gouvernement. Ce taux de chômage est revenu au niveau d'avant la crise. Je parle de la crise sanitaire, là. Et juste avant la crise sanitaire, en 2019, nous avions un taux de chômage qui était parmi les plus faibles depuis une quinzaine d'années. Donc, pour nous, au niveau du gouvernement et de la majorité présidentielle, c'est ça qui sous-tend notre action, c'est de redonner un niveau d'emploi le plus élevé possible. On aimerait tendre au niveau de l'Allemagne. Pour l'instant, on n'y est pas, mais je pense qu'avec toutes les actions qu'on mène, c'est comme ça qu'après, nos concitoyens pourront avoir les moyens d'acheter, les moyens de consommer, parce qu'autrement, ce n'est pas avec des aides publiques, même s'il en faut, même si on a besoin d'un État-providence, et je crois qu'on l'a vu avec cette crise, comment l'État a pu être providence, mais ça ne suffit pas. La seule façon après de pouvoir rentrer dans une société de consommation, et on pourra parler de la limite de la société de consommation, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis quand même assez réservé, mais la meilleure façon pour que nos concitoyens aient un pouvoir d'achat, eh bien, c'est d'avoir un travail. Je crois que nos concitoyens ont toujours un pouvoir d'achat. On a toujours, que ce soit par la valeur de son travail, et donc la récompense du travail, que ce soit par les retraites, que ce soit par d'autres subsides. Il y a des subsides sociaux qui aident aussi des gens en difficulté à pouvoir vivre. Et donc, il existe un pouvoir d'achat. La question, effectivement, elle est de se poser de base sur que coûtent aujourd'hui les
produits de première nécessité. Le coût de la baguette de pain, c'est une évidence. On pourra aussi parler des carburants et tout cela, mais je voulais juste, et je pense qu'on aura un débat sur le travail plus spécifiquement, mais sur les collectivités territoriales, sur toute la sphère du public. Il y a aussi un problème franco-français qui est celui effectivement de charges incroyables qu'on fait peser à travers les taxes, à travers les impôts, la fiscalité, sur un millefeuille administratif. Je crois on peut aussi se le dire. On prétend toujours en France simplifier, en fait en rajoutant des strates qui à la fois complexifient, c'est-à-dire que l'administré ne sait plus à quel sens se vouer. En tant qu'homme politique, moi ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux problématiques des gens, mais à telle problématique, les gens ne savent plus à qui s'adresser. Est-ce qu'il faut s'adresser à la commune, à la communauté de communes, la métropole, le département, la région, l'intercommunalité, le syndicat intercommunal, à l'État, à mon député, à mon sénateur, mon député européen? On a fait, et je crois qu'il faut aussi se le rappeler, on a imposé aux communes de se regrouper dans des collectivités, alors communauté de communes, communauté d'agglomération ou métropole. On a créé une strate donc supplémentaire, on a créé un impôt supplémentaire, on n'a jamais réduit le fonctionnement de la commune, qui d'ailleurs est un échelon très important. Au Rassemblement national, on croit depuis longtemps à cette triple échelle, commune, département, État. Mais à chaque fois, on a rajouté des strates, les gouvernements successifs ont rajouté des strates, ça nous coûte plus cher. Et le service au public n'y est pas non plus. Donc la difficulté aussi de la part des élus locaux, c'est d'être capable d'identifier les différentes problématiques et d'y répondre simplement. On est dans un système complètement fou dans ce pays, il faut simplifier les choses. Je vais juste dire un chiffre sur le travail. Le travail, oui, mais vous avez vu les charges en France qui pèsent sur le coût du travail, qui empêchent justement la compétitivité de nos entreprises. En France, quelqu'un qui gagne 2 000 €, c'est 1 500 € de charge. 1 500 € de charge. 500 € de moins en Allemagne, 500 € de moins en Allemagne et en Espagne. On les a réduits. Donc aujourd'hui, voilà, non, pour reprendre encore une expression dans ma famille politique de Valérie Pécresse qui dit qu'on crame la caisse. Alors effectivement, on a des mesures, là, depuis cet été, on a plus d'une cinquantaine de mesures qui sont faites. Voilà, et c'est plus d'encore, c'est d'ailleurs Bruno Retailleau qui le disait au Sénat hier, plus de 25 milliards d'euros là, qui sont dépensés depuis cet été pour endormir finalement et faire des chèques avant les élections. Donc aujourd'hui, et sans trouver de solution efficace à la baisse des dépenses publiques. Donc aujourd'hui, on engage l'avenir et on pèse encore sur le coût du travail. Je ne veux pas faire de la polémique politicienne, mais je crois que déjà, les investissements que l'on mène, beaucoup, quand certains disent, on emploie le terme cramer la caisse, bon, ils sont en campagne interne et je peux comprendre un petit peu les effets de manche. Il y a beaucoup des investissements qui sont faits, qui ont été annoncés par le président de la République pour de l'investissement, pour relancer la machine industrielle, pour justement répondre aux enjeux. On parle beaucoup du Made in France. On a constaté avec cette crise qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait plus faire en France. Le président de la République a décidé justement de réinvestir, de mettre des moyens conséquents pour qu'on puisse produire un certain nombre de biens, notamment en matière sanitaire, en matière de santé, dans notre pays. On a mis beaucoup d'argent. Moi, je suis dans une région où la ville de Lyon et la région lyonnaise, où on a une grande tradition pharmaceutique, la famille Mérieux et d'autres. Eh bien, là, j'étais encore récemment avec M. Dussopt, le ministre, en visite à Lyon, pour voir où on mettait cet argent, et ce n'était pas de l'argent qu'on crame comme ça bêtement. Le but, c'est de réinvestir. Alors, pour revenir sur le pouvoir d'achat, pour revenir sur le pouvoir d'achat, on sent que le travail est un point clé pour le pouvoir d'achat des citoyens français. Est-ce que vous plaidez pour tout simplement baisser les charges sociales sur le travail? Moi, je pense c'est ce que vous dites. Moi, pour encourager les classes moyennes, parce qu'il y a aussi il y a des classes moyennes qui ne sont pas assez pauvres, entre guillemets, pour avoir des aides de l'État, et qui finalement sont à côté de tout pour pouvoir encourager leur investissement dans le travail. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit absolument revaloriser. Alors comment on fait? Alors, pour reprendre, c'est une chose, par exemple, promettre 10% de salaire supplémentaire, c'est Valérie Pécresse qui le fait dans son programme économique. Augmenter les salaires. Mais comment Ciotti ne le propose pas, ça? Peut-être, en tout cas, moi... je ne sais pas, je vous pose la question, parce que sinon, on va citer aussi les noms de ceux qu'on appuie. Le programme, en tout cas, notre famille politique, 10% d'augmentation des salaires des Français. Comment? Par effectivement la baisse des dépenses publiques. La baisse des dépenses publiques sera un levier important pour permettre, par exemple, on va parler aussi de la baisse de la CSG. Comment vous payez des salaires en plus avec de la par la baisse des dépenses publiques. Mais c'est l'entreprise qui... Oui. Ça veut dire des réformes puissantes de l'État. La baisse des dépenses publiques avec des charges sociales. Que risque-t-il de se produire? Effectivement, si à un moment donné, il n'y a plus d'argent qui rentre
côté public, et quelle politique publique on va pouvoir bien mener. Tout à l'heure, on parlait de la performance des politiques publiques, et là, j'en suis extrêmement sensible à cela. Effectivement, moi, il m'importe énormément, en qualité d'élu local, de pouvoir répondre à des personnes qui, à un moment donné, dans des accidents de vie, plus ou moins longs, plus ou moins forts, pouvoir leur répondre et les aider à comment ils vont pouvoir manger ce soir, demain, comment ils vont pouvoir payer leur facture d'énergie à la fin. Donc pour ça, si on n'a pas d'argent, on va difficilement les aider. Ouais. Évaluer les politiques publiques, c'est extrêmement important aussi. Là où il y a effectivement la valeur travail qui est extrêmement défendue en ce moment, malheureusement, l'attrait au travail n'est pas toujours au rendez-vous en termes de niveau de salaire. On a beaucoup parlé, nous en tout cas, au niveau du département des aides à domicile. Là, on est sur un sujet en termes de questions de salaire et questions de vie des personnes qui, en plus, sont elles-mêmes aidantes. Et on a du mal à les aider. Elles ont été un petit peu oubliées sur certains volets. Voilà ce qui m'importe en tant qu'élu local. On parle de la valeur travail. On a quand même un chiffre énorme qui fait peur. 2,1 millions de travailleurs pauvres. Parce qu'ils sont sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond non, vous inquiétez pas, on va casser notre système de solidarité, notre système d'État-providence en baissant les charges. L'État n'aura plus d'argent. Je ne peux pas vous Que laisser dire ça. risque-t-il de se produire ? Je suis dans une majorité départementale qui a baissé les impôts, qui a conservé des investissements, un taux d'investissement élevé, des innovations importantes et dans le terme social. On n'a pas de problème pour payer le RSA, on n'a pas de problème par rapport à toutes nos politiques sociales. Et au contraire, on a baissé les dépenses courantes, on a réformé aussi, on a par exemple engagé des réformes de nos méthodes. La numérisation par exemple, on va avoir 600 000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite. Donc on propose de non remplacer un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite, voilà, et derrière diminuer la bureaucratisation, par exemple, qu'il y a. Tout à fait, mais alors attention ce dont Donc, on parle. Au niveau du département, qui travaille au département, par exemple, pour parler du social ? Dans le social, nous avons les travailleurs sociaux. Oui. Là, pour ceux qui vous entendent, ils vont avoir extrêmement mal aux oreilles. Non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des économies sur les personnes, c'est très difficile, et il me paraît vraiment dommageable pour tout le monde dans l'intérêt général, de ne parler uniquement que de quantitatif. Combien nous versons en département de RSA ? Quel accompagnement faisons-nous des personnes qui sont en grande difficulté, plus ou moins grande difficulté? Quel accompagnement on peut leur apporter? Parce qu'à un moment donné, il me semble que la précarité est à peu près à 100% subie. Je prends un exemple, je suis très à l'aise pour en parler, parce que je suis fonctionnaire de l'Éducation nationale. Les fonctions support dans l'Éducation nationale, donc qui s'éloignent du cœur de métier, de professeur, c'est, je crois, de mémoire, 60% dans le budget de l'Éducation nationale en France, même voire 70%. D'accord ? Donc 30% pour le salaire des professeurs. C'est l'inverse en Allemagne, encore une fois de plus. Donc vous voyez, on a une forme de bureaucratisation qui pèse énormément dans le budget de l'État. Et c'est là-dessus qu'on doit avoir des leviers. François Garret, vous écoutez le match, vous voulez rentrer ? Écoutez, je vois mes collègues intervenants qui parlent de beaucoup de choses. Moi, le premier sujet par rapport à l'individu, c'est son autonomie. C'est quelle autonomie il peut avoir. Et aujourd'hui, je ne dirais pas, peut-être qu'il y aura des candidats ou un candidat ou une candidate que je soutiens qui reprendra, donc je ne dirais pas qui. Et bien évidemment, il me semble important aussi de savoir que par rapport à cette autonomie, c'est quelle est l'activité, et éventuellement par rapport à cette activité, c'est quels sont les revenus qui me permettent de vivre décemment. Quand on est dans un pays qui avait créé le RSA, qui avons créé les Restos du Cœur, je ne conteste pas l'intérêt des Restos du Cœur, de la RSA, etc. On ne peut pas être fier de nous. Ça veut dire qu'on a été incapable, pour toute une partie de la population, de les mettre en activité. Quand on parle de l'activité, la question elle est simple. Par exemple, le logement. Qui aura le courage de dire, en dessous de 4 000 €, pas plus de 10% le prix du loyer? C'est simple. Jamais on a mis sur la table, depuis 30 ans, tout ce qu'on dépense en dépenses d'assistanat, d'assistance. Peut-être qu'il faut changer la politique. Peut-être qu'il faut revoir au niveau de l'activité. Mais quand on parle, et je comprends pas mon collègue, parce que je ne suis pas des parlementaires en tant que tel. Moi, je suis élu local aussi. Hein, donc, moi, je suis petit élu local de terrain. Je ne suis pas conseiller régional ni conseiller départemental. Mais par contre, il me semble important, c'est à quel niveau de rémunération on a une autonomie
une fois qu'on a enlevé tout ce qui est logement, tout ce qui est les charges. Et en plus, on est dans une mutation culturelle. On nous a amené tout un système, éventuellement, par exemple par rapport au numérique, par rapport à tout un tas de frais qui sont venus augmenter nos charges en tant que telles. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, quand je prends un salaire de 2 000 €, quand vous enlevez tout cela, regardez ce qu'il reste par jour pour une famille de 2 ou 3 personnes. Être de gauche n'empêche pas d'être réaliste, hein, donc je suis assez d'accord. Irrationnel. Irrationnel. Je crois qu'il y a dans ce que vous dites effectivement des éléments... la difficulté du logement, c'est aussi qu'on vit dans une société. Alors là, je lance quand même peut-être une première pique, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'impression qu'être propriétaire, ou l'objectif d'être propriétaire devient une honte. Je rappelle que François Hollande avait initié et Emmanuel Macron reste dans cette stratégie, qui est la volonté de vouloir taxer des gens qui essayent de faire l'effort quand on le peut. C'est difficile et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire de crédit et donc qui ne peuvent pas acheter leur résidence principale. Mais si on veut effectivement diminuer la part du logement, surtout en arrivant, quand on diminue en termes de rémunération, quand on arrive à la retraite, généralement on perd un peu. La question de la taxe foncière. Et donc il faut avoir cette capacité de pouvoir acheter. La reprise de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on entend par exemple des projets de vouloir taxer les propriétaires une fois le crédit payé pour, entre guillemets, les pénaliser de ne plus dépenser dans du logement. On ne sait plus faire que ça. Par exemple, c'est un projet initié par Emmanuel Macron, initié par François Hollande et qu'Emmanuel Macron veut suivre. Alors on verra s'il se présente pour un deuxième quinquennat, s'il ose le faire. Il a prétendu d'ailleurs faire le cadeau de la taxe d'habitation. On sait très bien que c'est pas un cadeau, hein. D'une manière ou d'une autre, on va se retrouver à la payer. Et même ceux qui n'avaient pas à payer la taxe d'habitation vont devoir payer la conséquence de la suppression de cette taxe d'habitation, qui est en façade une bonne chose, mais qui en fait grève énormément aujourd'hui le budget des communes. Comment vous arrivez à dire qu'on serait défavorable à ceux qui seraient des acquéreurs de la propriété? C'est la question de la volonté de vouloir taxer la résidence sur un loyer déguisé. Et ça, c'est un projet d'Emmanuel Macron, initié par Hollande, mais qui, comme il était son ministre des Finances, il a sûrement été d'accord avec lui à un moment. Et donc, c'est aujourd'hui, effectivement, sur les besoins et les souhaits de première nécessité, c'est parler de logement. Et effectivement, on s'astreint aujourd'hui à des coûts. Je viens du sud de la France. On vit dans un pays très agréable, et dans le sud, ça l'est encore plus. Mais le logement devient une charge extraordinairement compliquée à appréhender quand, effectivement, on a des salaires et qu'on fait partie des classes moyennes. D'ailleurs, on est souvent oublié des aides. La classe moyenne, c'est celle qui est condamnée à payer sans jamais être aidée. Mais par exemple, Marine Le Pen, elle propose, sur l'augmentation des salaires, il faut effectivement pouvoir continuer des politiques publiques de solidarité. Mais donc là où on peut inciter l'entreprise à augmenter un petit peu le salaire des travailleurs, des gens qui produisent et qui font la richesse de l'entreprise, eh bien, c'est d'exonérer de charges l'augmentation. C'est-à-dire, par exemple, on peut décréter, c'est le projet de Marine Le Pen, une augmentation de 10% des salaires, et sur cette augmentation, exonération des charges patronales. La France, c'est le pays qui fiscalise à 67% la valeur travail. C'est le pire des classements que l'on ait jamais vu. C'est une bureaucratie qui paralyse et une fiscalité qui spolie totalement les honnêtes gens qui, par leur travail, créent la richesse de la France. Si je peux rebondir juste... pour deux choses déjà. Premièrement, je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision que vous avez de notre volonté de taxer les propriétaires. Moi, ce que je rappellerais, par contre, c'est que le président de la République, dans son programme, et il l'a appliqué avec le gouvernement et sa majorité, nous avons justement baissé un certain nombre de taxes. On parle du pouvoir d'achat sur, par exemple, la taxe d'habitation. Je pense que les uns et les autres... Écoutez, laissez-moi finir ma discussion. Je vous ai écouté très poliment. Donc, sur la taxe d'habitation... Moi, je le vois autour de moi, un grand nombre de mes concitoyens, et d'ailleurs, ce sont souvent ceux qui ont les revenus les plus moyens, voire modestes, qui sont les premiers à avoir bénéficié de cette exonération complète de la taxe d'habitation. Non, mais si. Ils ne payaient pas les revenus modestes. Bien sûr que si. 50%, très modeste. 50% des ménages ne payaient pas la taxe d'habitation. Je ne sais pas jusqu'où vous situez le niveau modeste. On parlait tout à l'heure quelqu'un de 1 800 €. Eh bien, écoutez, il paye une taxe d'habitation. La moitié des foyers ne payaient pas la taxe d'habitation. Écoutez, il y a quand même un grand nombre de... Ça n'a pas du tout profité allez voir vos classes concitoyens, moyennes. vous verrez le nombre de personnes, même modestes, je n'ai pas dit obligatoirement très modestes, qui payaient la taxe d'habitation et qui ne la payent plus. Et puis maintenant, d'ici 2023, plus personne ne la payera. Et là, il y a une vraie... Non, vous le faites sur le tour des collectivités locales. Il y a un vrai, comment dirais-je, accroissement du pouvoir d'achat. Pareil pour l'impôt sur le revenu. On a baissé le niveau d'impôt sur le revenu, mais c'est pas faux, ce sont des chiffres, vous pouvez regarder, ce sont les chiffres qui sont reconnus par les organismes indépendants. Et par ailleurs, nous avons également
permis de baisser les cotisations sociales des salariés. Ce qui fait que d'ailleurs, ça a été donné par des chiffres à la fois de l'INSEE, mais également d'un organisme indépendant, que sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, le revenu moyen des Français a augmenté. Alors après, on peut Alors, dire le ce qu'on pouvoir veut, d'achat, on peut c'est ne une pas être histoire d'accord sur de- toutes les politiques, on n'a pas fait tout bien, je le reconnais bien volontiers. Tout n'est pas parfait et j'espère que vous ne serez pas aux affaires dans quelques temps, mais je pense que vous seriez vite confronté vous-même quand vous, par exemple, vous parlez de la volonté de Madame Le Pen d'augmenter les salaires. C'est là où on a une vraie différence. C'est que c'est pas, par contre, l'augmentation. Autant peut décider un certain nombre de choses de l'État qui relèvent de nos compétences en matière de fiscalité, autant nous ne voyons absolument pas l'État intervenir sur la négociation des salaires Garret. à la place du monde de l'économie. Ouais. Par rapport On à peut ça- inciter l'entreprise à augmenter. Ah. C'est pas une obligation. Voilà, on on incite. peut favoriser le dialogue. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. D'accord, ok. En ne mettant pas de charge patronale Alors, sur François l'augmentation. Garret. Il faut faire très attention par rapport à ce que vous dites. Moi, je ne vais pas être critique vis-à-vis de Mme Le Pen, vis-à-vis de M. Macron, vis-à-vis d'un des candidats, etc. Je ne vais Non, pas me des permettre cela. républicains, des républicains. Surtout pas. Je ne voudrais pas Oui, plus de Yannick Jadot ou d'autres. Mais C'est qui cela, vous soutenez, François Garret. Par cela non. élimination. Dépend. Moi, je suis C'était pas sûr. fin, Je suis c'était pas fin, sûr. Dépend. mais J'ai Arnaud Montebourg qui vient bientôt me voir. Donc, J'étais tout le monde- restée sur Anne Hidalgo. tout le monde vient me voir. Ah bon, pas tout le alors, monde, hein, ça peut en tant que changer, tel. d'accord. Le vent, Mais pas celui qui est à Genève aujourd'hui. Mais sauf que, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est pas une question d'augmentation des salaires. Parce que ça, c'est un propos qu'on en tient, augmentation des salaires. Mais en face, vous pouvez augmenter les salaires tant que vous voulez. Si d'un autre côté, les charges montent, vous n'augmentez pas les salaires en réalité. Bien sûr. Et ce que j'appellerais sur la première nécessité, aujourd'hui sur le logement, que ce soit le logement social, le logement privé, etc., c'est quelque chose qui n'a pas à diminuer. Quand vous regardez aujourd'hui le prix de l'immobilier, le prix de l'immobilier en tant que tel, il monte partout. Oui. Il monte partout. Alors, c'est quoi votre proposition, Ah bah, moi, ma proposition, elle est simple. Déjà, par rapport au logement, alors, déjà, par rapport au niveau des rémunérations, de la rémunération que l'on a, par exemple, sur le logement, je vous le redis, par rapport à 4 000 €, pas plus de 10% le coût du logement. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié au chauffage, tout ce qui est lié à l'énergie, Ça, tout on ce va qui en est... parler. Donc, faire des chèques. Après, quand je prends tout cela, c'est qu'est-ce qu'il me reste finalement pour vivre. Par contre, par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que tu dis, la taxe d'habitation pour les collectivités territoriales permettait de travailler sur le fonctionnement, alors que la taxe foncière était pour l'investissement. Bien sûr. Et c'est là la différence, c'est là le sujet clé. C'est où on remplaçait quelque chose par la taxe d'habitation. Alors après, il y avait des histoires de la TVA, etc., sur lesquelles on aurait pu travailler beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement pour que les téléspectateurs comprennent? Ah bah, la taxe d'habitation aujourd'hui, le fait qu'on ait une taxe d'habitation centralisée, c'est qu'on revient à un ancien système, même à un certain moment, c'était le préfet qui donnait aux collectivités locales ce qu'ils pouvaient avoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une centralisation dans laquelle il y a une taxe d'habitation, dans laquelle les élus n'ont plus le pouvoir de décider éventuellement de leur fiscalité. La commune, Puis on c'est ça, reporte. C'est un vrai liberté. sujet. Et c'est-à-dire qu'on s'est éloigné de la commune en tant que telle, notamment pour tous les services. Alors On a pourtant des que le écoles maire pour avis. et la commune, c'est l'instance que nos concitoyens, les administrés, Là, dans la identifient. proximité. On a un problème, on va voir son maire, même dans les grandes villes d'ailleurs. C'est le bon échelon pour vous. En tout cas, c'est l'échelon de proximité. Il y a une identité de village ou de ville. Il y a une communauté qui existe. Et donc, c'est vrai que cette suppression, et c'est assez brutal. On n'a pas supprimé les communes. Pardon de le dire Non, comme non, ça. non. C'est la taxe Mais cette- d'habitation. Mais hein. cette Et donc, il faut suppression, faire marche Voilà, arrière. c'est à quand mon même, avis. reste- cette Faire suppression, marche arrière. cette suppression de la liberté des communes, Est-ce qui que vous était de reviendrez pouvoir en arrière s'administrer, est effrayante. Il faut effectivement, Alors, à un est-ce que vous moment, reviendrez en arrière reposer un Remettrez la taxe système, d'habitation mais on n'est pas obligé de remettre des taxes d'habitation. Vous Ah. faites croire qu'on Non, a mais- fait Non, un mais- cadeau. Attendez. L'État ne fait jamais de La cadeau. fiscalité est un grand D'une sujet. manière, quand on s'endette, par exemple, c'est l'impôt de Alors, demain qu'on crée. alors, Il faut quelle être est votre raisonnable. proposition Il faut revenir à un triptyque, c'est-à-dire rendre aux maires ses pouvoirs, refaire un triptyque On a de jamais gestion enlevé le administrative, les communes, le département et l'État. Et là, par exemple, on va réellement générer des économies d'échelle. Encore une fois, je reviens à la chose. La communauté d'agglomération ou la communauté de communes ou la métropole, elle crée des parts de fiscalité, elle embauche, elle a ses fonctionnaires, elle répond à un besoin. Certes, elle répond à des politiques publiques, mais finalement, on s'aperçoit que tout vient en doublon aujourd'hui de ce qui existait dans les communes, Alors, avec moins de proximité et moins d'efficacité. Juste pour être clair, la dépense publique, c'est 80% les dépenses de l'État qui est obèse. Et 10%, oui, de l'État obèse. Voilà. C'est important de dire que 10% sont les collectivités territoriales. Il y a des collectivités territoriales qui sont très bien gérées. Et J'aimerais qui... qu'on ressente sur le travail. Oui, juste et pour justement, finir cette partie. mais pour le travail, pourquoi Parce que si on ne baisse pas, et j'insiste, parce que c'est le plus important, les dépenses publiques, parce que
finalement, dans l'esprit des Français, il faut qu'on comprenne que plus les dépenses publiques seront folles, et plus on aura des charges qui pèsent sur le coût du travail, et moins les Français seront payés. Et ça, c'est une réalité concrète. Oui. Donc la seule manière d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de redonner de l'air, parce qu'on est arrivé dans un pays socialiste qui est accro, drogué à la dépense publique. Alors on fait des chèques. Les socialistes ne sont pas toujours accros à la dépense. Mais on est dans un... Et éventuellement, on essaye d'avoir une équité entre les habitants. Peut-être que vous êtes dans un libéralisme sur l'iniquité. Non, pas libéralisme. Enfin, je suis professeur de lycée professionnel. Je suis depuis 20 ans. Donc, je suis dans le gaullisme social. Et donc, effectivement, il faut une action sociale. Mais une action sociale, elle doit être aussi avoir des objectifs. On doit bien sûr la dépense publique, ce n'est pas un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. On a besoin de la dépense publique. Oui, mais bien sûr. Voilà, mais voyons... Alexandra, elle doit être contrôlée. Alexandra Benjouzi. Elle est hors de contrôle aujourd'hui. Voyons comment la dépense publique, finalement, rapporte. Je m'explique. On parle tout à l'heure de pouvoir d'achat, on parle de rémunération. Et on parle effectivement de charges en face. On parle de considération d'élus locaux. Concrètement, une dépense publique qui rapporte, et qui rapporte à chacun, c'est quand elle est investie, et que l'euro public investi, typiquement... et qu'il conditionne à cet euro investi pour atteindre justice sociale et justice environnementale. Où est l'énorme plan d'investissement, d'isolation des logements ? Là, on agit extrêmement concrètement, mais tant mieux. Mais non, mais là, on agit très concrètement. Non, mais la France bien sûr. Alors plutôt, nous n'avons que 52 minutes. Parlons de ce qui est utile et ce qui n'est pas fait et ce qu'on aimerait bien qu'il soit fait de manière extrêmement franche. On agit de cette manière-là quand même sur les charges. On gagne en pouvoir d'achat et plus largement, j'ai envie de dire, en pouvoir. On parlait d'autonomie tout à l'heure. Où en est l'autonomie aussi de la France en termes d'énergie, en termes alimentaires? Bien sûr, parce qu'il faudrait dire dans les politiques publiques, celles qui ne marchent pas, il faudrait les citer. Une chose, par exemple, qui ne marche pas, c'est la fraude sociale. Et on le sait, par exemple, des dépenses... Oui, mais attention, une des dépenses, quand on voit le niveau de charge, je parlais de 67% de taxes sur le travail en France. Quand on voit les dépenses en termes de fraude sociale, 10 millions de cartes vitales en trop par rapport au nombre d'habitants, on sait qu'il y a là aussi, si on est vraiment vigilant, une capacité de faire des économies, parce que pour le coup, la fraude, elle ne bénéficie pas aux gens les plus nécessiteux, elle bénéficie aux crapules. Donc là, pour le coup, on ne baisse pas la capacité que notre pays a, de manière honnête, d'aider les gens dans la difficulté, et elle permet aussi de diminuer les taxes et les charges pour pouvoir donner un peu aussi une respiration aux honnêtes travailleurs qui doivent avoir une rémunération plus conforme à leur travail. On vous en tous d'accord quand même sur l'idée qu'il faut revaloriser la valeur du travail. La valeur travail, elle est au cœur de l'histoire du pouvoir d'achat. La rémunération globale. Revenu, voilà, oui. C'est pas la rémunération, c'est l'encouragement au travail. Vous m'excuserez, un retraité, c'est une rémunération qu'il a. Bien sûr, oui. Et il n'a pas une valeur travail. Et il peut pas, c'est difficile pour lui. Et éventuellement, il peut produire un segment d'activité. Et c'est difficile pour lui d'essayer de gagner un peu plus, parce qu'il y a effectivement un moment où la nature ne peut pas y aider. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron, là pour le coup, il a quand même grévé les retraités. Par exemple, quand vous nous expliquez les efforts qui ont été faits, je les demande, mais par exemple, l'augmentation de la CSG pour les retraités, ça a été scandaleux. On a diminué les revenus des retraités qui, eux, ne peuvent pas aller chercher des heures supplémentaires pour gagner pas tous les retraités. Et par contre, je suis d'accord avec François Garès sur l'augmentation des retraites. Il va bien falloir aussi, à un moment donné, améliorer la situation. Encourager le travail, c'est par exemple la participation, l'actionnariat salarié. C'est important aussi de permettre de développer l'actionnariat salarié dans une entreprise qui fait des bénéfices. François Garret. Je pense qu'on a face à nous, je dirais les grands politiques en tant que tels, une réflexion à avoir. Premièrement, on nous a dit nous sommes dans une guerre contre le Covid. Donc obligatoirement, la vertu qui était de trouver, je dirais, un désendettement, subitement, les porte-monnaies se sont ouverts. Pourquoi pas, en tant que tel? J'espère peut-être qu'il y aura un plan Marshall qui succédera à cette grande guerre au niveau mondial, en tant que tel. Pour nous mettre encore sur la dépendance. Le Covid a eu le dollar sur beaucoup de... Deuxième sujet. Aujourd'hui, on voit bien l'inflation arriver. L'inflation va avoir un impact, bien évidemment, sur les dépenses des Français et des Françaises. Et je ne suis pas certain que la rémunération sera, je dirais, réajustée par rapport à l'inflation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver dans un système, des autoroutes qui vont fonctionner. Tantôt, on va bien nous ressortir qu'il faut diminuer l'endettement. Tantôt, on va nous dire, les collectivités, resserrez-vous, mais on a besoin de services publics. Les structures hospitalières, et ça, et d'un autre côté, il va y avoir l'inflation. Donc là, 2022, on va s'amuser pour les présidentielles, mais moi je vous dis, 2023,
faites attention à cette année-là. Peut-être qu'en Ça va 2020, s'empirer? Violent. Comment on s'en bah, sort? je pense Il y a du risque, qu'il y bien aura, sûr. On a 2 peut-être, si on ne 800 fait pas milliards de dettes. attention, il y aura des vrais Si on problèmes ne change sociaux pas de en France. paradigme, bien sûr. 2800 je milliards voudrais- d'euros. Vous la Quel que voyez soit, tous arriver, je ne dis l'inflation? pas, c'est même pas Tout le une monde est question d'accord sur ce politique, c'est une constat? question. Oui, bon, elle est moins forte pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai en France et en Europe qu'elle l'est aux États-Unis. Mais comme souvent, ce qui vient des États-Unis, ce qui se produit aux États-Unis arrive à un moment donné Chez nous, hein. sur le vieux continent, on peut s'attendre, même si je parlais encore récemment avec une directrice dans ma région du Crédit Agricole qui me disait que néanmoins, au niveau de la Banque Centrale Européenne, il y a aussi une volonté, vu l'endettement des États, de faire très attention parce que le premier niveau d'endettement, il est au niveau justement des États. Vous Avant avez qu'il une soit au niveau vision des- moins pessimiste Alors, que donc, François Donc, Garay? je serais très prudent là-dessus, parce que je ne suis pas un économiste de ce niveau pour pouvoir prédire ce que sera le niveau d'inflation. Je suis assez d'accord avec Oui. François Garay sur que l'inflation va augmenter. Néanmoins, si on est dans cette situation-là, c'est parce que aussi on a un rebond économique absolument extraordinaire, qui n'est pas propre à notre pays, qui est mondial. Mais rappelez-vous quand même ce qui se disait au début, que vous parliez de la guerre contre la Covid, J'ai quand forcé ça a été sur- annoncé C'est pas moi à qui ce l'ai dit. moment-là. Non, mais bien nous sûr, étions en mais- guerre. hein. mais moi, ça me choque pas. Alors, Bon, ça a comment choqué certaines personnes, moi, ça me choque pas parce que souhaitez-vous c'était. anticiper cette Pour moi, situation? eh bien, non, ce que je voulais dire, c'est que cette situation, à ce moment-là, quand nous sommes rentrés dans le premier confinement, dans ce niveau d'altération vraiment violent, et beaucoup d'analyses disaient, mais ça va être derrière un effondrement peut-être de certains pans de notre économie. C'est absolument pas le cas, et nous ne pouvons que être satisfaits, notamment, bon, je pense par rapport à un certain Si nombre. c'est Et là, pour je ça, ne serais on peut pas, faire de la je serais cavalerie. pas à parler que pour ma paroisse, et je ne dirais pas il n'y a que le président Macron qui a bien fait les choses, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de décideurs européens qui ont Fallait. très bien fait les choses pour être en capacité de relancer l'activité économique aujourd'hui. Et c'est en partie cela qui participe à l'inflation. Et je préfère quand même me retrouver dans cette situation-là d'une croissance économique absolument historique que dans une situation où nous serions dans une déflation de par une déflagration économique. Sauf que dans c'est toutes ça. les périodes où on a eu de l'inflation, Ouais, on faisait suivre les rémunérations en même temps. bien sûr. Donc, C'est pas le et, cas. Non, mais on peut pas être- et la question qui se pose aujourd'hui par rapport, on a la France qui est un petit pays parmi l'Europe par rapport à plusieurs autres grands continents, hein, que ce soit les États-Unis, la Chine, etc. Quand je vois le problème de l'imprimerie, quand je vois le problème du bois, par exemple, moi j'ai un équipement en ce moment que je suis en train de faire, c'est un pôle éducatif. Il a un retard de 6 mois parce que Oui, les matières on a des problèmes. L'approvisionnement. ouais. Je vais vous dire une Alors- chose, c'est pas une accusation vis-à-vis, c'est Non. ceux qui étaient au pouvoir, à un moment donné par rapport à ce bois, les forêts appartenaient à des familles, à des successions, ils l'ont vendu à des fonds d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les fonds d'investissement? Il y avait des Chinois qui étaient présents. Qu'on vienne pas me dire aujourd'hui, on a laissé partir le bois et après, sûr. c'est un peu le boomerang, on se la reprend en pleine figure. Bien sûr. L'Europe, le Nord, et ils font du trading, Ouais. ils vont monter les prix. Et si demain on nous pousse à se chauffer au bois, quelle répercussion? Et il n'y a aucune solidarité, le prétexte de la solidarité européenne là-dedans marche jamais. Mais c'est aussi un peu dans les efforts, il ne faut pas oublier que dans la relance économique, alors il y a eu le tiroir caisse, il y a eu l'endettement, Ouais, mais il y a aussi nos chefs d'entreprise. Parce qu'on a dans le tissu économique français beaucoup de chefs d'entreprise qui ont leur argent investi dans leur ouais, entreprise je voudrais et qui ont juste- besoin de pouvoir se projeter aussi et qui ont mis un gros dynamisme dans notre économie, notamment au sein des tissus de PME. Alors, on a parlé d'inflation, d'une situation qui pouvait empirer. Moi, j'ai 2 chiffres. La Fondation Abbé Pierre, déjà, qui nous rappelle qu'il y a 12 millions de foyers qui ont froid l'hiver, faute de pouvoir payer le chauffage. Et le Secours catholique, qui nous a révélé que 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. 7 millions de personnes, c'est 10% de la population française. Et là, puisque la situation va peut-être empirer, ma question c'est, est-ce qu'il faut baisser les taxes des biens de première nécessité? Est-ce que c'est une piste sérieuse à avoir Personne aujourd'hui n'utilise sa voiture pour le plaisir égoïste de consommer du carburant. Aujourd'hui, il y a notamment dans les secteurs les plus ruraux, on est obligé de prendre sa voiture pour travailler. On est obligé de se chauffer et d'utiliser du gaz, de l'électricité ou du fioul. Et donc, ces produits énergétiques sont forcément de première nécessité. Et donc, comme tous les produits de première nécessité, le scandale de la TVA à 20% doit se terminer. Et donc, il faut Vous êtes revenir de d'accord manière avec Jean-Luc raisonnable. Mélenchon qui dit Mais qu'il faut avec Marine baisser Le les Pen, taxes il biens de faut première venir à une nécessité. TVA sur les produits de première nécessité, TVA à 5,5. D'ailleurs, quand Vous le allez pas prix lui des faire dire carburants qu'il est augmente, d'accord le avec gouvernement Mélenchon, n'y peut quand même. rien. Et il appartient Ça au se gouvernement. parasiter. Il appartient au gouvernement plutôt que de faire des chèques hypothétiques et qui vont toucher des gens d'ailleurs sur des dossiers administratifs qui vont être encore une fois toujours compliqués à monter. Le gouvernement devrait diminuer son niveau de taxes parce que quand le prix augmente, c'est toujours plus de taxes aussi
à taux constant dans la poche du gouvernement. Ça, c'est assez scandaleux. Alors, François Garret. Oui, Il faut revenir à 5,5 sur les produits de par première rapport à ce qu'on nécessité dit. d'énergie. Aujourd'hui, ce ne sont pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus. Ce n'est pas les taxes foncières qui rapportent le plus au niveau des collectivités territoriales, etc. La taxe d'habitation, c'est plus nous, Oui, mais je dirais l'abondement qu'on nous donne par la taxe d'habitation, c'est pas ça qui nous rapporte le plus en tant que tel. Et éventuellement, il y a des taxes économiques qui ont été remodelées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un phénomène en plus. On a créé une TVA. Et véritablement, c'est de savoir le spectre de la TVA, comment on l'applique et comment on le différencie selon les produits. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, on doit être capable de faire payer en TVA de façon assez importante certains produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Lesquels, par exemple? Par exemple, aujourd'hui, sur le numérique, quand on m'en parle, etc. Le numérique, on l'ajoute parallèlement à ça à des systèmes éventuellement de contrats, de contraintes. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte comment on a emmené dans une culturation les Français, et en particulier des jeunes, les plus jeunes, dans ce... Comment ? Le numérique, c'est une chance pour le pays. Non. Alors, je vais poser la question dans un autre sens. Quels seraient les biens de première nécessité? Non, mais attendez. Le numérique, Oui, il faudrait baisser les taxes. les le produits numérique n'est pas vertueux. taxé à 60% Alors, les comme produits les carburants. vertueux. On peut Voilà. peut-être, Alors, bien sûr. C'est ça surtout que je veux dire. 60% de taxes sur le carburant. Je voudrais c'est qu'Alexandra Benjoudi puisse développer son idée de sûr. produits Et vertueux. C'est après, quoi un on parle de produit taxes, vertueux? on parle de taxes vertes, on parle de toutes les taxes possibles et imaginables. Oui, non mais Et ça veut dire qu'on ne fonctionne qu'en termes de taxes. Alexandra Benjoudi. Et c'est là justement qu'il faut revoir comment on rétablit au niveau financier et comment on redistribue. Par exemple, par exemple. Bon, Allez-y. attendez, allez, je vais Non, pas mais le dire. allez-y, allez-y. En 99, il y a en France des vents violents, importants. Je me rappelle à l'époque avoir dit... Tempête. Je me rappelle à l'époque, je sais qui était ministre à l'époque et qui était au gouvernement, je me rappelle que c'était le moment fort de pouvoir faire quelque chose par rapport aux forêts, par rapport à tout un tas de choses. On n'a rien fait. Pour regarder 22 ans après. Bien sûr. Rien. Mais nous tous, nous sommes La responsables. Mais moi, je voudrais recentrer Nous sur les tous biens de sommes première responsables. nécessité. Il y a pas que Alors, sujet mais initial. là, les forêts, c'est peut-être un bien de première nécessité, mais je voudrais juste qu'on recentre. On est tous responsables. Alexandra Benjoudi, pour vous, les biens de première nécessité, vous venez de le dire, c'était des produits vertueux. C'est quoi les produits Non, mais vertueux? on voit bien que c'est de toute façon la question du pouvoir d'achat et plus largement avoir la rémunération suffisante face aux charges, etc. On voit bien le problème complexe face auquel on débat tout à l'heure et qu'il y a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est peut-être participer à la création d'un cercle vertueux en soutenant ce que j'ai dit là comme ça tout à l'heure, de produits vertueux. Quels sont les biens de première nécessité? Politique publique. Les biens de première nécessité, c'est comment je vais me nourrir, comment je vais me chauffer. Et bien me nourrir. de qualité. Voilà. Il m'apparaît essentiel de soutenir peut-être en biens de première nécessité, avec une baisse de taxes du taux de TVA, tout ce qui est relatif à l'alimentation bio. Tout. Ah, bio, d'accord. Bio, quand je dis bio, c'est au sens large, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là, on participe à une économie vertueuse, c'est-à-dire qu'on est sur l'agriculture biologique, locale, en tout cas de l'agriculture Pas toujours, respectueuse. Je parle de celle-ci, moi, là, Ouais. présentement, Parce que bien le bio sûr. n'est pas toujours local. Nous sommes Attention. d'accord, on parle du local. Le bio tout seul n'a pas beaucoup de sens. Le bio associé à du local, par exemple, proximité, est extrêmement vertueux. Pourquoi? Je crée des emplois sur le territoire. Je crée des emplois qualitatifs. En plus, le bio a à peu près en moyenne besoin de 25% de plus de main-d'œuvre. D'accord? Bon. On est sur de l'emploi avec du savoir-faire extrêmement intéressant. On gagne en autonomie tout à l'heure, ce dont on parlait. D'accord, autonomie stratégique alimentaire. En bout de chaîne, je rémunère correctement et je propose des produits qualitatifs qui... C'est cher. Alors attendez, on va revenir là-dessus. Mais si on a les bonnes rémunérations, on parle d'un cercle vertueux. Si au départ on est correctement payé, on peut se permettre de se payer ce type de produit. Attention, le bio, effectivement, le bio bobo, je ne vais pas citer de marque, en supermarché, on va dire voilà. Effectivement, il a un certain tarif, voilà. Sauf que le respect du vivant, le respect de l'humain, de celui qui produit, le respect de toute la chaîne, d'accord, a un coût. Ça, à un moment donné, il va falloir l'assumer. C'est-à-dire que tout à l'heure, je dénonçais cette politique du bas coût, du bas prix depuis la fin des années 60, d'accord, nous en amène là où on en est aujourd'hui, d'accord? Et on est là avec nombre de nos voisins, de nos collègues, de notre famille, qui ne savent pas comment ils vont manger et se chauffer jusqu'à la fin du mois. Enfin, excusez-moi, mais j'en ai des frissons. Donc, très concrètement, il va falloir assumer des stratégies fortes de relocalisation de la qualité et de la qualité pour tous. Et effectivement, je pense qu'on est tout à fait
en France, en tout cas, on va rester là, dans la capacité de gérer le profit de tout cela pour tous, et que ça bénéficie à tous. Donc, créons les conditions d'un cercle vertueux. J'ai donné un exemple là, ce n'est qu'un exemple, mais qui est assez parlant. Et aussi, nous avons, tout à l'heure vous l'évoquiez, moult maisons à la campagne, d'accord, résidence principale, hein, d'accord, qui sont extrêmement mal isolées, chauffées au fioul. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a des réponses à court terme à donner, effectivement, des chèques énergie, même si effectivement les montants ne sont pas suffisants. On regarde ce que dit l'ADEME. Pour compenser l'écart, il faudrait 3 fois plus de ce qui est versé, très concrètement, par rapport à l'écart de la mauvaise isolation et ce que ça coûte réellement. Ça ne suffit pas. Mais du coup, concrètement, effectivement, comment on les aide? Il y a la réponse à court terme et il y a d'assumer, de construire des réponses à long terme. À long terme, qui se construisent dès aujourd'hui. Sur les biens de première nécessité. Alors, effectivement, il y a les produits vertueux, mais il y a les politiques publiques vertueuses. J'ai parlé de politiques publiques qui étaient inutiles tout à l'heure, mais il y a des politiques publiques qui sont utiles. Moi, je suis en charge de l'habitat et du logement dans mon département. J'étais avec la Fondation Abbé Pierre il y a mardi, il y a 15 jours. On en a au niveau des départements. Et avec EDF Solidarité. Donc, on a un fonds qui s'appelle Morbihan Solidarité Énergie. Concrètement, on a des actions concrètes en faveur des ménages qui ont des difficultés pour isoler leur maison, pour rénover, parfois des maisons insalubres. Donc, c'est des dispositifs qui sont concrets, qui sont des choix politiques des collectivités. Nous, qui est porté par l'ADIL, l'Agence départementale de l'information et du logement. Donc voilà, des aides concrètes pour le pouvoir d'achat. Mais moi, je crois que la question du pouvoir d'achat, elle s'adresse surtout en termes des classes moyennes, parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques aident les personnes qui sont pauvres et en difficulté sociale importante, mais les classes moyennes, comment est-ce qu'on les encourage dans ce travail? Et moi, je ne crois dans la croissance. Effectivement, on peut avoir la croissance des entreprises, la croissance générale, mais la croissance, elle ne pourra se faire, et y compris pour les entreprises, que si on a une baisse des dépenses publiques qui permettent d'avoir des investissements concrets des entreprises. Très bien. Et Thomas Rudigoz. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voulais rebondir par rapport à votre question. Premièrement, les chiffres que vous annoncez, effectivement, personne ne peut s'en satisfaire et tout le monde est comment dirais-je, vous avez tout à l'heure, Alexandra a fait un cri du cœur et on a tous, effectivement, ces situations-là sont absolument terribles. Malheureusement, et depuis un certain nombre d'années, on est face à certaines parties de nos concitoyens qui se retrouvent en très grande difficulté. Moi, on n'a pas de solution miracle, mais encore une fois, je pense que cette politique que nous avons menée depuis le début de ce quinquennat avec le président de la République et avec cette majorité, le but, c'est de relancer l'emploi. Et c'est grâce au travail, grâce à stopper ce rythme d'un chômage très élevé que nous avons depuis trop d'années, que nous pourrons trouver des solutions pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc, par rapport à votre question sur la TVA, François l'a dit tout à l'heure, la TVA, c'est actuellement, maintenant, le plus gros contributeur aux finances publiques. C'est devenu la ressource principale de l'État. Donc c'est bien beau de vouloir faire des annonces comme ça, de dire on supprime, on baisse drastiquement la TVA, mais après, moi j'encourage et j'appelle les candidats aux futures présidentielles à nous dire comment après ils financent les dépenses publiques. Bien sûr qu'il faut baisser les dépenses publiques, je partage votre avis, mais on le voit bien à chaque fois qu'on est dans une campagne électorale, on dit il faut mettre plus de moyens pour le régalien, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire le scolaire, et puis c'est-à-dire la santé, et c'est-à-dire l'aménagement du territoire, et c'est-à-dire l'énergie. Donc on le voit qu'on a un État, mais qui répond, quand on est face à une crise comme ça, qui répond aussi, qui est en capacité de répondre à la situation d'alerte et d'urgence de nos concitoyens rapidement. Donc c'est pas si simple que ça. Et sur la réduction totale, comme cela est préconisé par certains, parce que actuellement déjà pour les biens de première nécessité, il y a une taxe, une TVA qui est à 5,5. Moi je ne suis pas favorable à la mettre à 0%, peut-être à la réduire, mais la mettre à 0%, vous savez, pour un certain nombre de produits, de toute façon, nos concitoyens ne verront pas une très grande différence. C'est-à-dire que la baguette, par exemple, passerait de 1 euro à 0,97. Bon, c'est toujours ça peut-être, mais je pense qu'il faut bien avoir en tête, néanmoins, que c'est une ressource de finances publiques très importante pour notre pays. Maintenant, la baisser alors, il à un certain niveau peut-être. Moins de 3 minutes. Moi, je vous propose chacun un tour de parole où vous dites vraiment la conviction que vous aimeriez que les téléspectateurs retiennent sur ce sujet du pouvoir d'achat. Très rapidement, il reste moins de 3 minutes. On commence par vous, Alexandra. Dans le pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Et donc, c'est aussi comment on reprend le pouvoir. Comment chaque citoyen peut reprendre le pouvoir de son autonomie. Et pouvoir d'achat, ça me fait penser aussi à pouvoir de l'achat. À chaque fois, par exemple, qu'on achète quelque chose, on vote. Et ça dessine la société, en tout cas une certaine société. Et
Par exemple, dans les dépenses, on parlait beaucoup de dépenses publiques. Il y a, me semble-t-il, dans les dépenses des pouvoirs publics, des choix forts à faire, et notamment conditionner les aides et de mettre des critères également sociaux. Amaury Navarane, en quelques mots. Il y a des mesures à très court terme. Je parlais de mettre, c'est le projet de Marine Le Pen, la TVA sur les produits énergétiques de première nécessité, le carburant, l'électricité, le gaz, de passer la TVA de 20% à 5,5. Il y a la capacité de permettre à des employeurs d'augmenter les salaires et d'exonérer sur cette augmentation d'un certain nombre de charges les employeurs pour permettre cet effet levier. Mais il y a aussi la philosophie générale. Notre économie, elle doit être également protégée. Il y a des cercles vertueux. Il faut parfois préférer consommer français parce que ça permet d'employer. C'est le cas du textile, par exemple. On achète aujourd'hui du textile partout ailleurs et plus jamais en France. Si on achète un peu plus cher du textile français, on consommera peut-être un peu moins de t-shirts, mais en tout cas, dans l'industrie du textile, il y aura des travailleurs français qui pourront vivre de leur travail. François et donc, Garret. Protéger cette économie est nécessaire. François Garret, en quelques secondes. En quelques secondes, on ne peut pas se satisfaire dans un pays dans lequel, par exemple, certains étudiants n'ont pas de quoi manger. On ne peut pas se satisfaire dans un pays où il y a des personnes retraitées qui ont anticipation de paupérisation. On ne peut pas se satisfaire dans un pays dans lequel on ferme usine par usine. Moi, j'avais Renault-Flin, 22 000 salariés, ils seront 2 500 salariés. Donc, toutes les activités, ce que j'appellerais les activités de base en tant que telles. Peut-être pas, c'est les activités des polytechniciens et des énarques que je demande en tant que telles. Mais à un moment donné, c'est comment j'aurai l'autonomie à chacun. Mais l'autonomie, ça passe aussi par la capacité à se l'assumer. Et c'est de quelle façon je l'assume par rapport au logement, par rapport aux produits de première nécessité. Et aujourd'hui, le problème qu'on a fait aussi, c'est qu'on nous a emmenés dans une société d'abonnement, dans une société dans laquelle on nous fait de plus en plus de coûts en tant que tel. Soazic Perrault, puis Thomas Diago, très rapidement. Conserver ce modèle social vertueux, celui qui ne laisse personne sur le bord du chemin, qui permet d'aller à l'école, d'être soigné, qui est d'être aidé à un moment donné quand on a des faiblesses. Donc pour sauver ce modèle social, il faut avoir des politiques publiques qui sont courageuses, des politiques publiques de réforme. Effectivement, j'ai beaucoup insisté sur la baisse des dépenses publiques, qui est une nécessité si on veut redonner du souffle et de la liberté aux Français et aux entreprises pour créer de la croissance. Écoutez, les entreprises, je pense qu'il va falloir les aider. On le fait déjà depuis un certain temps, mais pour qu'elles soient de plus en plus compétitives, qu'elles puissent permettre à la France de retrouver son rang international. Cela permettra, comme cela, d'avoir de l'emploi dans notre pays. Et c'est la meilleure façon ensuite de permettre à nos concitoyens d'avoir un pouvoir d'achat convenable. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation, de vous avoir partagé vos convictions sur ce sujet, de nous avoir aidés à réfléchir. Ça nous permettra de rester très attentifs à la campagne présidentielle qui s'annonce. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Rendez-vous le mois prochain.